Ma fille et mon gendre ont jubilé quand j'ai signé la procuration complète. Profitez bien de votre séjour à la maison de retraite, vieille. Ils m'ont laissé à l'accueil en riant, mais ils ont oublié un détail. J'ai attendu en silence. 2 heures plus tard, mon portable s'est mis à sonner sans arrêt. C'étaient eux, en panique. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 78 ans, je me demanderais si je pouvais encore faire confiance à ma propre fille. Assise dans mon fauteuil préféré du salon, celui en velours bleu que j'avais acheté il y a plus de 20 ans, j'observais Quinta s'activer dans la maison avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Ma fille de 45 ans semblait avoir retrouvé une vigueur que je croyais perdue depuis que elle et Sylvain avaient traversé cette période difficile dans leur mariage, il y a quelques années. « Maman, il faut que tu comprennes que c'est pour ton bien », répétait Quinta pour la 3e fois cet après-midi, tout en organisant des papiers sur la table de la salle à manger. Sa voix portait ce ton de patience forcée que je connaissais bien, le même qu'elle utilisait quand les enfants étaient petits et faisaient des caprices. Sylvain, son mari de 48 ans, restait debout à côté d'elle, les mains dans les poches de son pantalon de ville, m'observant avec ce regard calculateur qui m'avait toujours dérangé. J'avais élevé Quinta seule après la mort de mon mari, quand elle n'avait que 17 ans. J'avais travaillé comme couturière pendant des décennies, faisant des robes de soirée pour les dames de la ville, économisant chaque centime pour qu'elle puisse étudier et avoir une vie meilleure que la mienne. Je ne m'étais jamais remariée, consacrant toute mon énergie à cette fille qui me regardait maintenant comme si j'étais un problème à résoudre. « Qu'est-ce que vous voulez exactement que je signe ?» ai-je demandé, ajustant mes lunettes pour mieux lire les documents qu'elle avait étalés sur la table. Les lettres semblaient plus petites chaque jour qui passait, et même avec les nouvelles lunettes que le docteur Xavier avait prescrites, j'avais encore du mal à voir les petits caractères. Sylvain s'est approché et a tiré une chaise pour s'asseoir en face de moi. Ses yeux marrons avaient une intensité qui me mettait mal à l'aise. Il travaillait comme directeur dans une concession automobile et avait toujours eu ce talent pour convaincre les gens de faire des affaires qu'ils ne voulaient peut-être pas faire. « Madame Ursule, c'est une procuration pour que nous puissions nous occuper de vos affaires financières, » a-t-il expliqué, sa voix prenant ce ton professionnel qu'il utilisait avec les clients. « Vous vieillissez et nous savons comme ces choses peuvent être compliquées. Payer les factures, gérer les banques, régler les questions administratives. Laissez-nous nous en occuper. » Quinta est venue s'asseoir de mon autre côté, prenant ma main avec tendresse. Ses doigts étaient au froid, et j'ai remarqué qu'elle tremblait légèrement. « Maman, je sais que tu as toujours été indépendante, mais c'est le moment de te reposer. Laisse Sylvain et moi nous occuper de tout. Tu mérites de te reposer après tant de travail. » J'ai regardé les papiers à nouveau. Il y avait beaucoup de termes juridiques que je ne comprenais pas complètement, mais j'ai pu comprendre qu'il s'agissait d'une procuration qui leur donnerait un contrôle total sur mes biens. Ma maison, mon compte en banque, mes investissements, tout ce que j'avais réussi à accumuler au cours d'une vie entière de dur labeur. « Pourquoi avez-vous besoin d'une procuration aussi large ?» ai-je demandé, sentant un froid dans l'estomac. Ne serait-il pas préférable de faire quelque chose de plus spécifique pour des situations ponctuelles? Sylvain et Quinta ont échangé un regard rapide, de ces regards que les couples développent après des années ensemble, une communication silencieuse qui m'a fait sentir comme une étrangère dans la conversation. « Maman, c'est plus pratique comme ça », a insisté Quinta, serrant ma main plus fort. « Imagine si tu dois être hospitalisé soudainement ou s'il y a une urgence. Nous aurions besoin d'avoir l'autorisation pour prendre des décisions rapides. » La mention de l'hospitalisation m'a fait déglutir. J'avais passé quelques jours à l'hôpital l'année précédente, après une chute qui avait causé une petite fracture au poignet. C'est pendant cette période que j'ai réalisé à quel point je me sentais vulnérable, dépendante de la bonne volonté des autres pour les choses les plus simples. « Et il y a autre chose, Madame Ursule, » a continué Sylvain, se penchant légèrement en avant. « Nous avons trouvé un très bon endroit pour vous, une maison de retraite avec toute l'infrastructure nécessaire,
des infirmiers qualifiés, des activités récréatives. Un hospice? Ai-je interrompu, sentant mon cœur s'accélérer. Le mot est sorti de ma bouche comme une gifle. Ce n'est pas un hospice, maman, s'est empressée de corriger Quinta, bien que ses yeux ne puissent rencontrer les miens. C'est une résidence assistée, un endroit où tu auras de la compagnie, des soins médicaux, des repas équilibrés, tout ce dont tu as besoin pour avoir une bonne qualité de vie. Je me suis levée lentement du fauteuil, sentant le poids de mes 78 ans dans chaque articulation. Je me suis dirigée vers la fenêtre du salon, observant le jardin que j'avais moi-même planté et entretenu pendant tant d'années. Les rosiers étaient en fleurs et le jabuticaba était chargé de fruits. C'était la fin de l'après-midi et la lumière dorée du soleil filtrait à travers les feuilles du manguier que mon défunt mari avait planté quand Quinta était petite. « Vous avez déjà tout décidé, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, sans me retourner pour les regarder. « Vous avez déjà visité cet endroit, vous leur avez déjà parlé, vous avez déjà fait tous les arrangements. » Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. J'entendis Quinta soupirer et Sylvain remuer les pieds, mal à l'aise. « Maman, s'il te plaît, comprends, » dit Quinta d'une voix émue. « Je travaille toute la journée, Sylvain aussi. Nous ne pouvons pas te donner l'attention que tu mérites. Dans cet endroit, tu auras des soins professionnels, tu te feras des amis. Et vous aurez ma maison et mon argent, ai-je complété, toujours en regardant par la fenêtre. C'est ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, protesta Quinta, se levant brusquement. Comment peux-tu penser une chose pareille? Je me suis enfin retournée pour leur faire face. Sylvain s'était levé aussi et passait la main dans ses cheveux, une habitude qu'il avait quand il était nerveux. Quinta avait les yeux rouges, mais je n'arrivais pas à distinguer si c'était de tristesse ou de frustration. Parce que je ne suis pas née de la dernière pluie, ai-je répondu calmement. Parce que je sais que vous avez des difficultés financières, parce que je sais que Sylvain a perdu de l'argent dans ses investissements risqués l'année dernière, parce que je sais que vous êtes en retard dans le remboursement de votre prêt immobilier. L'expression de surprise sur leur visage confirma mes soupçons. J'ai toujours été observatrice, même quand je feignais de ne pas prêter attention aux conversations chuchotées qu'ils avaient quand ils pensaient que je dormais. « Ma maman, même si c'est vrai, nous voulons vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit Quinta, s'approchant de moi à nouveau. « Nous ne pouvons plus nous occuper de toi comme il faudrait. Tu as déjà fait plusieurs chutes, parfois tu oublies de prendre tes médicaments. » C'était vrai. J'avais eu quelques petites chutes et j'oubliais occasionnellement de prendre un médicament. Mais rien qui ne justifie de m'interner dans une maison de retraite contre ma volonté. « Et si je refuse de signer ?» ai-je demandé, croisant les bras. Sylvain et Quinta se sont regardés à nouveau, et cette fois j'ai pu voir clairement la conspiration dans leurs regards. « Maman, tu ne veux pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, » dit Sylvain, et il y avait une menace voilée dans sa voix. « Nous pouvons faire ça de la manière simple ou de la manière difficile. » Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je questionné, bien que je connaisse déjà la réponse. Cela signifie que, si nécessaire, nous pouvons entamer une procédure pour prouver que tu n'es plus en état de prendre soin de toi-même, répondit-il froidement. Ce serait plus long, plus coûteux, plus embarrassant pour tout le monde, mais le résultat serait le même. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ma propre fille était là, en silence, permettant à son mari de me menacer de cette façon. « Quinta » ai-je appelé, espérant qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle montre au moins un peu de l'amour que je lui avais consacré toute sa vie. Elle baissa les yeux et murmura « Maman, s'il te plaît, signe simplement. Ce sera mieux pour tout le monde. » À ce moment-là, j'ai compris que j'avais perdu ma fille il y a longtemps, peut-être des années auparavant, sans même m'en rendre compte. La femme qui était là n'était plus l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice. C'était une étrangère qui ne me voyait que comme un obstacle entre elle et une vie financièrement plus confortable. Je me suis dirigé lentement vers la table où les papiers étaient éparpillés.
J'ai pris le stylo que Sylvain avait laissé là et j'ai regardé les documents une dernière fois. Ma main tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une tristesse profonde qui semblait venir du fond de mon âme. « Où dois-je signer ?» ai-je demandé avec la voix la plus ferme possible. Sylvain a rapidement pointé les endroits et j'ai signé mon nom sur chacun d'eux. Ursule Christophe, la même signature que j'avais utilisée pour signer l'acte de naissance de Quinta, ses bulletins scolaires, l'acte de propriété de la maison où elle avait grandi, tous les documents importants de nos vies. Quand j'ai terminé, Sylvain a rassemblé les papiers avec une rapidité qui révélait son anxiété. Quinta continuait d'éviter mon regard. « Quand dois-je être prête ?» ai-je demandé. « Demain matin », répondit Sylvain. « Nous revenons à 9 heures pour vous chercher. » J'ai acquiescé en silence et suis retourné à mon fauteuil. Ils ont quitté le salon et je les ai entendus parler à voix basse dans la cuisine, probablement en train de célébrer le succès de leur mission. Après quelques minutes, ils sont venus me dire au revoir. « Maman, je suis sûre que tu vas aimer ta nouvelle maison, » dit Quinta, me donnant un baiser sur la joue qui semblait plus froid que d'habitude. « Passez une bonne nuit, Madame Ursule, » ajouta Sylvain. « Demain commencera une nouvelle phase de votre vie. » Après leur départ, je suis restée assise dans le fauteuil pendant longtemps, observant les ombres s'allonger dans le salon au fur et à mesure que le soleil se couchait. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas le silence paisible que j'appréciais d'habitude. C'était un silence lourd, chargé de tristesse et de trahison. Je me suis finalement levée et je suis allée dans ma chambre préparer une petite valise. Je ne savais pas exactement ce qui m'attendait le lendemain, mais j'étais sûre d'une chose. Ma vie telle que je la connaissais était terminée. J'ai passé une nuit blanche, assise dans le même fauteuil où j'avais signé ma sentence. Le silence de la maison semblait résonner de décennies de souvenirs, chaque meuble murmurant les histoires d'une vie sur le point de s'achever. À 5 heures du matin, je me suis levée et j'ai préparé un café fort, savourant chaque gorgée comme si c'était la dernière que je prendrais dans ma propre cuisine. Quand Quinta et Sylvain sont arrivés à 9 heures précises, j'attendais déjà dans le salon avec une petite valise. J'avais choisi uniquement l'essentiel, quelques vêtements, mes médicaments, de vieilles photographies et l'alliance que je n'avais jamais retirée, même après toutes ces années de veuvage. « Bonjour maman », a dit Quinta en entrant, sa voix portant une joie forcée qui ne parvenait pas à masquer la précipitation dans ses mouvements. « Vous êtes déjà prête ? Parfait. » Sylvain est entré juste derrière elle, portant un costume neuf que je n'avais jamais vu auparavant. Ses yeux ont rapidement balayé le salon, comme s'il réorganisait déjà mentalement l'espace ou estimait la valeur des meubles. « Madame Ursule, nous avons amené la voiture » a-t-il annoncé, prenant ma valise sans cérémonie. « L'endroit est à environ 40 minutes d'ici. Vous allez adorer. » Pendant le trajet, je suis restée silencieuse sur la banquette arrière pendant qu'ils parlaient avec animation de leur projet pour le week-end. Quinta a mentionné un voyage qu'ils avaient reporté depuis des mois et Sylvain a parlé d'un nouveau restaurant qu'il voulait essayer. C'était comme si je n'existais déjà plus, comme si j'étais simplement une tâche désagréable qu'ils avaient enfin réussi à rayer de leur liste. La résidence pour personnes âgées, ils insistaient pour ne pas l'appeler maison de retraite, était un bâtiment de 3 étages, peint en jaune clair, entouré de jardins bien entretenus. À première vue, cela semblait accueillant, presque comme un petit hôtel. Mais je connaissais la différence entre l'apparence et la réalité, surtout après les événements des dernières 24 heures. À l'accueil, une femme d'âge mûr avec un sourire professionnel nous a reçus. Elle portait un uniforme blanc impeccable et parlait avec cette intonation excessivement douce que les gens utilisent habituellement avec les enfants et les personnes âgées. « Vous devez être Ursule », a-t-elle dit, consultant son bloc-notes. « Je suis l'infirmière Ondine, responsable de l'accueil de nos nouveaux résidents. Soyez tous les bienvenus. »
Sylvain s'est avancé pour lui parler, présentant les documents que j'avais signés la veille. Je les ai observés parler à voix basse, remarquant comme il gesticulait avec enthousiasme, en expliquant quelque chose sur ma condition et le besoin de soins spécialisés. Quinta était restée à mes côtés, mais évitait mon regard. Ses mains tremblaient légèrement et elle jouait nerveusement avec la bandoulière de son sac. « Maman, vous devez comprendre que c'est vraiment pour votre bien », a-t-elle murmuré, comme si répéter la même phrase pouvait la rendre vraie. « Je comprends. Parfaitement, Quinta. » ai-je répondu calmement, gardant ma voix basse pour que seule elle puisse entendre. Je comprends exactement ce qui se passe ici. Sylvain est revenu vers nous, souriant largement. « Tout est réglé, Madame Ursule. Vous avez déjà une chambre réservée au 2e étage, avec vue sur le jardin. Vous serez très confortable. » L'infirmière Ondine s'est approchée avec un fauteuil roulant et j'ai reculé instinctivement. « Je n'ai pas besoin de ça, » ai-je dit fermement. « Je peux encore marcher. » C'est la procédure standard pour tous les nouveaux résidents, a-t-elle expliqué avec ce sourire invariable. Juste pour assurer votre sécurité pendant la visite initiale. À contre-cœur, je me suis assise dans le fauteuil. Sylvain et Quinta m'ont accompagnée pendant que Ondine me montrait les installations, la salle de récréation avec une grande télévision, la salle de kinésithérapie, le réfectoire avec ses tables rondes couvertes de nappes à carreaux, les longs couloirs avec des rampes des 2 côtés. Pendant toute la visite, j'ai remarqué comme ma fille et mon gendre semblaient de plus en plus pressés de partir. Ils consultaient leurs montres constamment et échangeaient des regards significatifs quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. Nous sommes finalement arrivés à ma chambre, au 2e étage. Elle était petite, mais propre, avec un lit simple, une commode, un fauteuil simple et une fenêtre donnant sur le jardin, exactement comme Sylvain l'avait promis. « Eh bien, maman, » a dit Quinta, me donnant une rapide étreinte superficielle. « Je pense que tout est en place. Nous devons partir maintenant, mais nous reviendrons bientôt te voir. » Très bientôt, ajouta Sylvain, bien que ses yeux fussent déjà fixés sur la porte, visiblement pressé de partir. C'est alors que se produisit ce que je n'aurais jamais attendu de ma propre fille. Dès que l'infirmière Ondine quitta la chambre pour chercher quelques derniers formulaires, Quinta et Sylvain échangèrent un regard et sourire. Ce n'étaient pas des sourires de soulagement ou de tristesse face à la séparation, c'était plutôt des sourires de triomphe, de victoire acquise. « Enfin, » dit Sylvain à voix basse, mais pas assez bas pour que je ne l'entende pas. « On a réussi. » Quinta rit, un rire qui me glaça jusqu'aux os. « Profite bien de ton séjour à l'hospice, vieille, » dit-elle, me regardant droit dans les yeux, avec une cruauté que je n'avais jamais vue auparavant. Ils se retournèrent et quittèrent la chambre, et je pouvais les entendre rire dans le couloir pendant qu'ils s'éloignaient. Leur voix résonnait contre les murs, célébrant comme s'ils venaient de gagner au loto. Je restais assise au bord du lit un long moment, digérant ce qui venait de se passer. Le masque était finalement tombé complètement. Plus de faux-semblants, plus d'excuses sur mon bien-être ou mon besoin de soins. C'était purement et simplement de l'avidité, de la cruauté et du mépris. Mais alors que je restais là, ressentant le poids de la trahison, un petit sourire commença à se former sur mes lèvres, car il y avait une chose que Quinta et Sylvain ignoraient, quelque chose que j'avais gardé secret pendant des années, attendant le bon moment pour le révéler. Ils avaient oublié un détail très important. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, observant le jardin en bas, où quelques résidents marchaient lentement sur les chemins de pierre. L'infirmière Ondine avait dit que je pourrais personnaliser la chambre avec quelques objets personnels, mais je savais que je ne resterais pas assez longtemps pour cela. J'ouvris mon sac et sortis mon téléphone portable, un modèle simple que Quinta m'avait donné l'année précédente, prétextant qu'il serait utile en cas d'urgence. Je vérifiai qu'il fonctionnait correctement et le posai sur la table de chevet, à portée de main. 2 heures, c'est tout ce que je devais attendre. Je m'assis dans le fauteuil de la chambre et fermai les yeux,
nous rappelant une conversation que j'avais eue avec le docteur Xavier Pereira quelques mois auparavant. Il était mon avocat depuis plus de 15 ans, un homme intègre de 52 ans, qui s'était occupé de toutes mes affaires légales depuis le décès de mon mari. « Ursule, m'avait-il dit lors de notre dernière réunion, je connais votre fille depuis qu'elle était petite, mais je dois vous alerter sur certaines choses que j'ai observées. Les questions qu'elle et son mari posent sur vos biens, la pression qu'ils exercent pour que vous signiez des documents, cela m'inquiète. À l'époque, j'avais défendu Quinta, insistant qu'elle ne faisait que s'inquiéter pour mon avenir. Mais le docteur Xavier avait insisté pour prendre quelques précautions légales, des mesures que j'avais acceptées plus pour le rassurer que parce que je croyais vraiment qu'elles seraient nécessaires. Quelle idiote j'avais été. Le temps passa lentement dans cette petite chambre. J'entendais les bruits de l'hospice autour de moi, des pas dans le couloir, des conversations étouffées, le bruit lointain de la télévision dans la salle de récréation. À 2 heures précises, exactement comme je l'avais calculé, mon téléphone commença à sonner. Le nom de Quinta apparut sur l'écran. Je laissai sonner jusqu'à la messagerie, mais il recommença immédiatement à sonner. Et encore une fois. À la 4e sonnerie, je décrochai. « Maman !» cria Quinta à l'autre bout du fil, sa voix chargée de panique. « Maman, que se passe-t-il? Nous sommes allés à la banque et ils disent que nous ne pouvons pas accéder à ton compte. La procuration ne fonctionne pas. » J'entendis Sylvain crier quelque chose en arrière-plan, des jurons que je préférais ne pas répéter. « Ils ont dit qu'il y a une sorte de blocage légal, » continua Quinta, sa voix montant d'une octave. « Maman, tu as fait quelque chose? Tu nous as trompés ?» Je souris pour moi-même, tenant toujours le téléphone contre mon oreille. « Non, ma fille, » répondis-je calmement. « Je n'ai rien fait. C'est le docteur Xavier qui l'a fait. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre Sylvain parler nerveusement en arrière-plan, sa voix étouffée mais clairement agitée. Quinta respirait lourdement au téléphone, comme si elle essayait de digérer ce que je venais de dire. « Docteur Xavier ?» répéta-t-elle finalement, sa voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne nous as rien dit sur tes conversations avec l'avocat. » « Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dites, ma fille, » répondis-je calmement, m'installant plus confortablement dans le fauteuil de la chambre, tout comme vous ne m'avez pas parlé de vos véritables plans me concernant. J'entendis Sylvain arracher le téléphone des mains de Quinta. « Madame Ursule, » dit-il, essayant de garder une voix contrôlée, mais échouant lamentablement. « Vous devez nous expliquer ce qui se passe. »« Nous avons des droits. Vous avez signé la procuration. » « Oui, j'ai signé, Sylvain. » ai-je acquiescé, regardant par la fenêtre le jardin, où une dame aux cheveux blancs nourrissait des oiseaux. Mais une procuration n'a de valeur que si la personne qui l'accorde est en pleine possession de ses facultés mentales et n'a pas été contrainte de la signer. « Contrainte ?» s'écria-t-il. « Personne ne vous a contrainte. Nous avons simplement suggéré que ce serait mieux pour votre bien-être. » J'ai souri intérieurement. Sylvain a toujours été un piètre menteur, surtout quand il était nerveux. « Suggérer » ai-je répété lentement. C'est un mot intéressant pour décrire des menaces d'abandon et du chantage affectif. Quinta a repris le téléphone. « Maman, s'il vous plaît, vous confondez tout. Nous n'avons jamais menacé personne. Nous voulions juste aider. »« Quinta, ai-je dit, ma voix prenant le ton ferme que j'utilisais quand elle était enfant et avait fait une bêtise. Arrête de me mentir. J'ai parfaitement entendu ce que vous disiez quand vous pensiez que je dormais. J'ai entendu Sylvain parler de vendre la maison, de comment j'étais un poids mort dans vos vies. Je t'ai entendu approuver. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais les imaginer se regardant, réalisant que leur masque était complètement tombé. D'ailleurs, ai-je continué, le docteur Xavier a installé des caméras de surveillance chez moi il y a 3 mois. Des enregistrements très intéressants, je dois dire. C'était un mensonge, mais je savais que ça marcherait. Sylvain et Quinta ont toujours sous-estimé mon intelligence, supposant que l'âge avancé signifiait naïveté.
Des caméras ?» a murmuré Quinta, et je pouvais entendre la panique monter dans sa voix. « Oui, ma fille, des caméras qui ont enregistré toutes vos visites, toutes vos conversations, tous les moments où vous pensiez que je ne faisais pas attention. Le docteur Xavier a tout documenté. » Sylvain s'est remis à crier en arrière-plan, et cette fois j'ai parfaitement compris. Cette vieille nous a dupés. Elle savait tout depuis le début. « Sylvain, ai-je dit, ma voix tranchante comme une lame, attention à vos paroles. Je suis toujours votre belle-mère, et je mérite un minimum de respect. » Du respect, a-t-il explosé, perdant visiblement le contrôle. « Vous avez détruit nos plans. Nous comptions sur cet argent. Nous avons des dettes, des engagements. » « Ah, ai-je répondu avec une fausse compréhension. Alors c'était ça, des dettes. Laissez-moi deviner. Des paris, Sylvain, ou peut-être des investissements mal calculés. J'ai toujours su que vous n'étiez pas doué avec l'argent. » Quinta a repris la parole, sa voix maintenant suppliante. « Maman, s'il vous plaît, vous devez nous aider. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. » L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. « Une famille ?» ai-je répété lentement. « Quinta, vous m'avez littéralement abandonné dans une maison de retraite il y a 2 heures. Sylvain m'a dit de profiter de mon séjour, et vous êtes parti en riant. Quel genre de famille fait ça? »« Nous ne voulions pas dire ça, » a-t-elle bégayé. « C'était la nervosité, la tension du moment. »« Mensonge, » ai-je coupé fermement. « Vous avez dit exactement ce que vous pensiez. Vous avez finalement montré vos vrais visages. » Je me suis levé du fauteuil et me suis dirigé vers la petite commode où j'avais placé la photo de mon défunt mari. Il avait été un homme sage, me mettant toujours en garde contre une confiance aveugle, même envers la famille. « Maman, » a dit Quinta, sa voix maintenant clairement désespérée, « que voulez-vous de nous? Que devons-nous faire pour résoudre ça? » « Ce que je veux, » ai-je répété, prenant la photo et regardant le visage bienveillant de mon mari. « Je veux que vous ressentiez ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que ma propre fille conspirait contre moi. Je veux que vous expérimentiez la trahison, l'abandon, le désespoir. C'est de la vengeance, » a accusé Sylvain en arrière-plan. « Non, Sylvain, » ai-je corrigé calmement. « C'est de la justice. Il y a une différence subtile, mais importante. » Je me suis rassise dans le fauteuil, tenant la photo sur mes genoux. Le docteur Xavier m'a expliqué qu'il existe des lois très spécifiques sur l'exploitation financière des personnes âgées. Les gens qui profitent de leurs parents âgés peuvent faire face à de sérieuses conséquences légales. « Vous ne nous feriez pas ça, » a dit Quinta, mais sa voix trahissait l'incertitude. « Nous sommes votre famille. Vous avez perdu le droit d'utiliser ce mot quand vous avez décidé de me traiter comme un obstacle à éliminer, » ai-je répondu fermement. « La famille protège, prend soin, aime. Vous avez fait exactement le contraire. » J'ai entendu Sylvain parler nerveusement avec quelqu'un en arrière-plan, probablement essayant d'appeler quelqu'un d'autre, peut-être un avocat. Bonne chance avec ça, ai-je pensé. Le docteur Xavier avait été très méticuleux dans ses précautions. « Maman, » a dit Quinta, maintenant clairement en pleurs. « S'il vous plaît, nous pouvons parler. Vous n'avez pas besoin de rester dans cet endroit. Nous pouvons vous ramener à la maison. »« Maintenant, vous voulez me ramener à la maison ?» ai-je demandé avec ironie. Quel changement soudain de cœur! Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette transformation miraculeuse? Nous avons commis une erreur, admit-elle entre 2 sanglots. Nous n'avons pas bien réfléchi. Nous étions désespérés à cause de nos dettes et vous avez décidé qu'il serait plus facile de me mettre au rebut plutôt que d'assumer vos responsabilités, ai-je complété pour elle. Quinta, je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Où ai-je échoué dans ton éducation? Cette question semblait l'avoir touchée en plein cœur, car j'entendis ses sanglots s'intensifier. Une partie de moi avait pitié d'elle, après tout c'était toujours ma fille. Mais la plus grande partie, celle qui avait été trahie et humiliée, restait implacable. « Ce que vous ne savez pas, » ai-je poursuivi, « c'est que le docteur Xavier n'a pas seulement bloqué l'accès à mes comptes.
il a également lancé une enquête complète sur vos finances. Apparemment, quand il y a suspicion d'exploitation de personnes âgées, les autorités ont le droit d'examiner les registres financiers de toutes les personnes impliquées. « C'est illégal !» protesta Sylvain. « En fait, c'est parfaitement légal », ai-je corrigé. « Et très nécessaire, étant donné que vous avez tenté d'escroquer une dame de 78 ans. » Je me suis dirigé vers la fenêtre à nouveau, observant la vie paisible du jardin en contrebas. Une partie de moi se demandait si je n'étais pas trop dur avec eux, mais je me suis alors rappelé la cruauté dans leurs yeux quand ils m'ont laissé ici, le rire malicieux de Quinta, le mépris de Sylvain. « Maman, » dit Quinta, sa voix maintenant presque inaudible, « que voulez-vous que nous fassions? Comment pouvons-nous réparer ça ?»« Vous ne pouvez pas réparer ça, » ai-je simplement répondu. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. La confiance en fait partie. « Mais nous sommes une famille, » insista-t-elle désespérément. « Non, » ai-je finalement dit, ressentant une étrange sensation de libération. Vous étiez ma famille. Maintenant, vous n'êtes que deux personnes qui ont essayé de me tromper et qui ont échoué. J'ai raccroché le téléphone et l'ai mis en mode silencieux. Immédiatement, il s'est mis à vibrer avec de nouveaux appels, mais je l'ai complètement ignoré. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Je me suis rassise dans le fauteuil et j'ai fermé les yeux, ressentant pour la première fois depuis des mois une véritable sensation de paix. La bataille ne faisait que commencer, mais j'avais gagné le premier round, et contrairement à Quinta et Sylvain, j'avais un allié puissant de mon côté, la vérité. Le téléphone continuait de vibrer avec insistance sur la table de chevet, mais je l'ignorais complètement. Je savais que Quinta et Sylvain essaieraient de m'appeler des dizaines de fois, chaque appel plus désespéré que le précédent. Je les ai laissés vibrer jusqu'à ce que la batterie s'épuise. Par la fenêtre, j'observais le mouvement tranquille du jardin. Une infirmière poussait un fauteuil roulant avec un vieil homme qui m'a fait un signe amical. J'ai répondu, ressentant un étrange sentiment d'appartenance. Peut-être que cet endroit n'était pas aussi terrible que je l'avais imaginé. Un coup léger à la porte interrompit mes pensées. « Madame Ursule » appela une voix féminine. « Je peux entrer ?» « Bien sûr » ai-je répondu en me levant pour ouvrir la porte. C'était la même infirmière qui m'avait accueillie à la réception, Ondine, si je me souvenais bien. Elle portait un plateau avec du thé et quelques biscuits maison. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim » dit Ondine avec un sourire chaleureux. « Le dîner ne sera servi que dans 2 heures. »« C'est très gentil de votre part, » ai-je remercié, lui faisant signe d'entrer. « S'il vous plaît, asseyez-vous avec moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une conversation agréable. » Ondine hésita un moment, puis posa le plateau sur la petite table ronde et s'assit sur la chaise à côté de mon fauteuil. « Vous vous adaptez bien ?» demanda-t-elle, en servant le thé dans 2 tasses délicates en porcelaine. « Mieux que je ne l'espérais, » ai-je admis, prenant ma tasse et respirant le parfum réconfortant de la camomille. Cet endroit est très différent de ce que j'imaginais. Beaucoup de gens arrivent ici avec des idées préconçues, dit doucement Ondine, généralement basées sur ce qu'ils voient dans les films ou entendent des autres. Mais nous essayons de faire d'ici un véritable foyer pour nos résidents. J'ai pris une gorgée de thé et senti la chaleur se répandre dans ma poitrine. « Puis-je vous poser une question indiscrète, Ondine ?»« Bien sûr, Madame Ursule. Avez-vous déjà vu des familles qui abandonnent leurs parents ici? Je veux dire, qui les amène contre leur volonté ?» Le visage de Ondine devint plus sérieux. « Malheureusement, oui. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Certaines familles voient les personnes âgées comme un fardeau financier ou émotionnel. C'est l'un des aspects les plus tristes de mon travail. Et qu'arrive-t-il à ces personnes, aux personnes âgées abandonnées? » « Ça dépend, » répondit Ondine, choisissant ses mots avec précaution. « Certains s'adaptent et trouvent une nouvelle famille ici parmi les autres résidents et le personnel. D'autres deviennent amers et déprimés.
Mais il y a aussi ceux qui découvrent une force intérieure qu'ils ne soupçonnaient même pas. Je lui ai souri. Et dans quelle catégorie me placeriez-vous? Ondine m'a observé un moment, ses yeux expérimentés évaluant quelque chose dans mon expression. Honnêtement, je dirais que vous appartenez à une catégorie très spéciale, celle des personnes qui ne sont pas des victimes, même quand on essaie d'en faire des victimes. Perception intéressante, ai-je commenté, impressionné par l'intuition de l'infirmière. 30 ans à travailler avec des personnes âgées apprend beaucoup sur la nature humaine, expliqua Ondine. Vous avez quelque chose de différent dans le regard, de la détermination peut-être, ou peut-être simplement que vous n'avez pas fini de vous battre. Avant que je ne puisse répondre, nous avons entendu des voix fortes venant du couloir. Ondine fronça les sourcils et se leva, marchant vers la porte entr'ouverte. « On dirait que nous avons des visiteurs agités à l'accueil, » murmura-t-elle. Mon cœur s'est accéléré. Serait-il possible que Quinta et Sylvain soient venus jusqu'ici? Je me suis levé et rejoint Ondine à la porte, essayant de mieux entendre. « Nous voulons voir Ursule Christophe immédiatement !» C'était la voix de Sylvain, clairement altérée. « Nous avons des droits légaux !»« Monsieur, s'il vous plaît, baissez la voix !» répondit une voix masculine que je ne reconnaissais pas, probablement un employé de l'accueil. « C'est un établissement de soins médicaux, pas un lieu de discussion. »« Ne me sortez pas ça !» cria Quinta. « Ma mère est retenue ici contre sa volonté. C'est un enlèvement. » Ondine m'a regardé avec une expression inquiète. « Ce sont vos proches ?»« Malheureusement, oui, » ai-je répondu avec un soupir. « Ma fille et mon gendre. Ils ont découvert que leurs plans ne se sont pas déroulés comme prévu. »« Voulez-vous les voir ?» J'ai réfléchi un moment. Une partie de moi voulait éviter la confrontation, mais je savais qu'elle était inévitable. Mieux valait les affronter maintenant, en terrain neutre, que de leur permettre de continuer à causer des problèmes. Oui, ai-je finalement décidé. Mais j'aimerais que vous restiez présente pendant la conversation, si possible. Ondine acquiesça. Bien sûr, c'est le protocole de l'établissement d'avoir un membre du personnel présent lors des visites qui pourrait être problématique. Nous avons marché ensemble dans le couloir vers l'accueil. Je pouvais entendre les voix de Quinta et Sylvain devenir plus fortes et plus désespérées à chaque instant. « Je sais qu'elle est ici !» criait ma fille. « Vous ne pouvez pas nous empêcher de la voir. »« En fait, si, nous le pouvons, » répondit calmement l'employé. « Si la résidente ne souhaite pas recevoir de visite, c'est son droit de refuser. » Quand nous sommes arrivés à l'accueil, j'ai trouvé Quinta et Sylvain debout devant le comptoir, tous deux visiblement bouleversés. Quinta avait les cheveux en désordre et les yeux rougis d'avoir pleuré. Sylvain était pâle et transpirait abondamment, ses vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. « Maman !» s'exclama Quinta dès qu'elle me vit, courant dans ma direction. J'ai instinctivement fait un pas en arrière et Ondine s'est discrètement positionnée à mes côtés. « Quinta !» ai-je dit froidement. « Sylvain ! Quelle surprise de vous voir ici !»« Maman, nous devons parler, » dit Quinta, essayant de prendre ma main. « Il y a eu un terrible malentendu. »« Un malentendu ?» ai-je répété, gardant mes mains fermement le long du corps. « C'est comme ça que vous appelez la fraude maintenant ?» Sylvain s'est approché, essayant d'adopter une posture plus conciliante. « Madame Ursule, s'il vous plaît, pouvons-nous parler en privé? Je suis sûre que nous pouvons résoudre cela en famille. »« Il n'y a rien à résoudre, » ai-je répondu calmement. « Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. »« Mais maman, » insista Quinta, sa voix prenant le ton pleurnichard qu'elle utilisait enfant pour obtenir ce qu'elle voulait, « nous avons fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu nous as toujours enseigné le pardon. »« Je vous ai enseigné le pardon, oui, » ai-je acquiescé. « Mais je vous ai aussi enseigné les conséquences. Je vous ai enseigné que nos actions ont des résultats. Apparemment, vous n'avez pas prêté attention à cette partie. » Ondine s'est légèrement approchée. Peut-être serait-il préférable de poursuivre cette conversation dans la salle de réunion,
a-t-elle suggéré diplomatiquement. Ce sera plus privé pour tout le monde. J'ai hésité. Une partie de moi voulait renvoyer Quinta et Sylvain immédiatement, mais je savais qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Mieux valait les laisser dire ce qu'ils étaient venus dire et en finir une fois pour toutes. Très bien, ai-je accepté, mais je veux que Ondine reste présente. Ce n'est pas nécessaire, protesta Sylvain. Les affaires de famille doivent être traitées en famille. Vous avez perdu le privilège d'invoquer les liens familiaux quand vous m'avez abandonné ici comme un objet jetable, ai-je répondu fermement. Ondine reste, où il n'y a pas de conversation. Quinta et Sylvain se regardèrent, visiblement mécontents des conditions, mais sachant qu'ils n'avaient pas le choix. Nous avons suivi Ondine jusqu'à une petite salle confortable, avec quelques fauteuils disposés en cercle et une table basse ornée de fleurs fraîches. Je me suis assise dans l'un des fauteuils, avec Ondine à mes côtés. Quinta et Sylvain se sont installés dans les chaises en face de moi, tous deux paraissant extrêmement mal à l'aise. « Très bien, dis-je, croisant les mains sur mes genoux. Dites ce que vous êtes venu dire. » Sylvain s'éclaircit nerveusement la gorge. « Madame Hélène, je pense qu'il y a eu un malentendu entre nous. Quand nous vous avons amené ici aujourd'hui, notre intention n'était pas de vous abandonner. Nous pensions que ce serait temporaire, jusqu'à ce que nous résolvions quelques problèmes financiers. » « Des problèmes financiers qui impliquaient de me voler mon argent ?» demandai-je directement. « Ce n'était pas du vol, » protesta Quinta. « C'était pour prendre soin de vous, pour vous garantir les meilleurs soins possibles. » En me mentant sur le contenu de la procuration. « Nous avons simplifié quelques détails techniques, » dit Sylvain, évitant mon regard. « Nous ne voulions pas vous inquiéter avec des questions juridiques compliquées. » Je regardais Ondine, qui observait la conversation avec une expression neutre mais attentive. Puis je reportai mon attention sur Quinta et Sylvain. « Vous me prenez vraiment pour une idiote ?» demandai-je calmement. « Vous pensez que 78 ans de vie ne m'ont pas appris à reconnaître les mensonges quand je les entends ?»« Bien sûr que non, maman !» s'exclama Quinta. « Nous n'avons jamais pensé cela. » « Alors pourquoi avoir essayé de me tromper comme si j'étais une enfant ?» Le silence qui suivit fut embarrassant. Sylvain tripotait nerveusement ses mains, tandis que Quinta regardait le sol. Finalement, ma fille leva les yeux vers moi. « Parce que nous étions désespérés, » admit-elle à voix basse. « Nos dettes, nous pouvons tout perdre, maman. La maison, la voiture, tout. Et vous avez pensé que la solution serait de me voler ? Ce n'était pas du vol, insista Sylvain une fois de plus. C'était un emprunt. Nous allions tout rembourser dès que notre situation s'améliorerait. Un emprunt sans ma connaissance ni mon consentement, corrigeai-je. Cela porte un autre nom, Sylvain. Cela s'appelle de la fraude. Quinta recommença à pleurer. « Maman, s'il vous plaît, nous sommes votre famille. Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. » L'ironie de la situation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Je ne peux pas vous abandonner. Quinta, vous m'avez littéralement laissé à la porte de cet endroit en partant en riant. Sylvain m'a dit de profiter de mon séjour à l'hospice, vieille. Vous m'avez traité comme une ordure et maintenant vous venez ici parler d'abandon ?» Les larmes de Quinta s'intensifièrent. « Nous ne voulions pas dire ça. C'était cruel, je sais, mais nous étions nerveux, effrayés. »« Vous montriez qui vous êtes vraiment, interrompis-je. Après des décennies à feindre l'amour et le respect, vous avez finalement révélé vos vrais sentiments. » Sylvain se pencha en avant. « Madame Hélène, je sais que nous avons commis des erreurs, mais nous sommes de la famille. Ça doit compter pour quelque chose. »« La famille prend soin les uns des autres, » répondis-je lentement. « La famille protège les plus vulnérables. La famille ne conspire pas pour voler et abandonner. Vous n'avez pas agi comme une famille, donc vous ne méritez pas d'être traité comme tel. » Je me levai du fauteuil, sentant que la conversation était terminée. « Ondine, je pense que nous en avons fini ici. »« Attendez !» cria Quinta se levant aussi. « Maman, s'il vous plaît, donnez-nous une chance.
Nous pouvons changer. Nous pouvons être meilleurs. Je m'arrêtai à la porte et me retournai pour la regarder une dernière fois. Kinta, vous avez eu 45 ans pour être meilleur. Vous avez choisi d'être exactement qui vous êtes maintenant. Il est trop tard pour les changements. Et sur ces mots, je quittai la salle, les laissant derrière moi une fois de plus. Mais cette fois-ci, par choix. Je retournai vers ma chambre d'un pas ferme, sentant le poids de chaque mot que j'avais prononcé résonner dans les couloirs silencieux de l'établissement. Ondine m'accompagna discrètement, respectant mon silence, pendant que je digérais ce qui venait de se passer. La confrontation avec Quinta et Sylvain avait été inévitable, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. « Madame Hélène » dit doucement Ondine lorsque nous arrivâmes à la porte de ma chambre. « Vous allez bien ? Je sais que ce n'était pas facile. » Je m'arrêtai, la main sur la poignée, et me tournai vers elle. « Vous savez, Ondine, pendant des décennies, je me suis demandé si j'avais échoué en tant que mère. Si j'avais fait quelque chose différemment, peut-être que Quinta aurait été une meilleure personne. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que certaines personnes choisissent simplement qui elles veulent être, indépendamment de leur éducation. » Ondine acquiesça avec compréhension. « Vous avez fait ce que vous pensiez juste à l'époque. C'est tout ce qu'une mère peut faire. » « Merci d'être resté à mes côtés pendant la conversation, la remerciai-je sincèrement. Votre présence m'a donné de la force. »« C'est pour ça que je suis là, » répondit Ondine avec un gentil sourire. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi simplement. Je serai de garde jusqu'à 10 heures du soir. » Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi, m'appuyant contre elle un moment. Le silence était réconfortant après la tension des dernières minutes. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et observé le jardin, où quelques résidents se promenaient tranquillement parmi les fleurs. Une étrange sensation s'est emparée de moi. C'était un mélange de soulagement et de tristesse. Le téléphone sur la table de chevet vibra à nouveau. Cette fois, je décidai de répondre. « Allô ?» dis-je, gardant une voix neutre. « Madame Ursule, c'était la voix du docteur Xavier. Comment vous sentez-vous? J'ai reçu quelques appels intéressants cet après-midi. »« Je m'en doute, » répondis-je, m'asseyant dans le fauteuil. « Quinta et Sylvain étaient ici il y a peu. Ils sont partis très contrariés. Ils sont venus me voir en essayant de renverser la situation, » expliqua l'avocat. « Ils ont même proposé de rendre l'argent qu'ils avaient déjà déplacé, si je les aidais à annuler la nouvelle procuration. Et qu'avez-vous répondu? Que les décisions légales ne sont pas réversibles simplement parce que les conséquences ne plaisent pas aux parties concernées, dit le docteur Xavier avec un ton légèrement amusé. Ils n'ont pas vraiment apprécié la réponse. Je peux l'imaginer, murmurai-je, ressentant une pointe de satisfaction. Docteur Xavier, j'ai besoin de vous poser une question. Que se passe-t-il maintenant? Avec mes biens? Avec ma situation légale? Eh bien, techniquement, vous avez à nouveau le contrôle total sur vos finances. La procuration qu'ils possédaient a été révoquée au moment où nous avons signé la nouvelle documentation. Toute transaction qu'ils tenteraient de faire à partir de maintenant serait considérée comme une fraude. Et l'argent qui a déjà été déplacé? J'ai déjà initié les procédures pour le récupérer. Comme cela a été fait sur la base d'une procuration obtenue par tromperie, nous avons des bases solides pour annuler toutes les transactions. Cela peut prendre quelques semaines, mais nous récupérerons tout. Je sentis un poids quitter mes épaules. Et concernant la maison de retraite, suis-je obligé de rester ici? Absolument pas, répondit le docteur Xavier promptement. Vous pouvez rentrer chez vous quand vous voulez. La décision vous appartient entièrement. Je regardais autour de la chambre modeste mais confortable. Pour la première fois depuis des mois, j'avais de véritables choix. Docteur, puis-je vous demander un service? Bien sûr, Madame Ursule. J'aimerais que vous enquêtiez plus en profondeur sur cet établissement. Je veux en savoir plus sur l'administration, la qualité des soins, la situation financière de l'institution. Si je décide de rester ici, je veux être sûr que c'est un endroit fiable.
Je m'en occuperai immédiatement, promit l'avocat. Mais puis-je vous demander pourquoi vous envisagez de rester? Je réfléchis un moment à la question. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Il n'y a personne qui essaie de me manipuler, pas de tension constante, pas de peur. Peut-être que j'ai besoin de cette tranquillité pour décider quoi faire du reste de ma vie. Je comprends parfaitement, dit le docteur Xavier. Je prendrai les dispositions nécessaires et vous tiendrai informé de tout. Après avoir raccroché le téléphone, je restais assise en silence, absorbant l'ampleur des changements qui s'étaient reproduits en une seule journée. Le matin, j'étais une femme désespérée et trahie. Maintenant, j'étais une femme libre, avec le contrôle sur son propre destin. Un doux coup à la porte interrompit mes pensées. « Madame Ursule ?» C'était une voix masculine que je ne reconnaissais pas. « Entrez » répondis-je, me levant du fauteuil. La porte s'ouvrit et un homme d'environ 60 ans entra dans la chambre. Il était grand, avec des cheveux gris bien entretenus et un sourire chaleureux. Il portait des vêtements décontractés mais élégants, une chemise bleu clair et un pantalon en coton. « Désolé de vous déranger, dit-il, tendant la main. Je m'appelle Nolan Santos, je suis résident ici depuis 3 ans. Ondine a mentionné que nous avions une nouvelle voisine et j'ai pensé venir me présenter. » Je serrai sa main, remarquant sa poigne ferme et confiante. « Ursule Christophe. Enchanté de vous connaître, monsieur Santos. »« S'il vous plaît, appelez-moi Nolan, » dit-il avec un sourire. « Ici, nous sommes tous une grande famille. Puis-je m'asseoir un moment? J'aimerais vous donner quelques conseils sur l'endroit. »« Bien sûr, » répondis-je, indiquant la chaise tandis que je retournais au fauteuil. « Ce serait très utile. » Nolan s'installa confortablement. « D'abord, je veux vous dire que ce n'est pas comme les maisons de retraite qu'on voit dans les films. L'administration se soucie vraiment de notre bien-être. La nourriture est bonne, les activités sont variées et le personnel médical est excellent. C'est réconfortant à entendre, admis-je. Puis-je vous demander ce qui vous a amené ici? Ma femme est décédée il y a 4 ans, expliqua Nolan, son expression devenant plus sérieuse. Mes enfants vivent à l'étranger et je me sentais très seule à la maison. Je suis venue ici par choix personnel, cherchant de la compagnie et des soins médicaux réguliers. « Et vous ne le regrettez pas? »« Pas du tout, » répondit-il avec conviction. « Ici j'ai des amis, des activités et je n'ai pas à me soucier de l'entretien de la maison, des courses ou de la préparation des repas. C'est libérateur en fait. » Nous avons continué à discuter pendant près d'1 heure. Nolan m'a parlé des activités proposées par l'établissement, cours de peinture, groupes de lecture, séances de kinésithérapie et même des bals mensuels. Il y avait aussi un jardin où les résidents pouvaient cultiver leurs propres plantes et une bibliothèque bien équipée. « Il y a quelque chose que je dois mentionner, » dit Nolan, baissant la voix. « Ondine m'a discrètement dit que vous avez eu quelques problèmes familiaux aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que c'est plus courant que vous ne le pensez. »« Vraiment ?» demandai-je, curieuse. « Malheureusement, oui. Beaucoup d'entre nous ont été amenés ici par des familles qui voyaient notre âge comme un inconvénient. Certains se sont adaptés et ont trouvé une nouvelle famille parmi nous. D'autres n'ont jamais réussi à surmonter leur chagrin. » Nolan m'observa un moment avant de continuer. « Mais vous avez quelque chose de différent. Je peux voir de la détermination dans vos yeux, de la force. La plupart des gens qui arrivent ici contre leur gré deviennent amers ou déprimés. Vous semblez victorieuse. C'est une façon intéressante de le décrire, commentai-je, impressionné par sa perspicacité. C'est peut-être parce que j'ai réussi à reprendre le contrôle de ma vie. C'est rare et admirable, dit Nolan, se levant de sa chaise. Eh bien, je ne veux pas prendre plus de votre temps aujourd'hui, mais j'aimerais vous inviter à dîner avec nous demain. Nous sommes un groupe de 6 résidents qui dînons toujours ensemble. Ce serait un plaisir de vous avoir à notre table. Ce serait merveilleux,
répondis-je sincèrement. Merci pour l'invitation et la conversation. C'était très réconfortant. Tout le plaisir est pour moi, Ursule, dit Nolan, se dirigeant vers la porte. Et rappelez-vous, ici, vous êtes parmi des amis. Après son départ, je suis restée assise, digérant notre conversation. Pour la première fois, j'ai commencé à entrevoir une possibilité que je n'avais pas envisagée auparavant. Peut-être que cet endroit pourrait vraiment devenir un nouveau foyer, pas une prison. Le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de teintes orangées et roses. C'était une belle vue, et je me suis permis de l'apprécier sans hâte. Il n'y avait personne pour m'appeler, personne pour faire des exigences, personne pour essayer de me tromper. Mon téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Quinta. « Maman, s'il te plaît, nous devons parler. Ça ne peut pas se terminer comme ça. » J'ai regardé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines conversations étaient déjà terminées, qu'ils le veuillent ou non. Je me suis levée et j'ai commencé à déballer ma petite valise. Si je devais rester ici un moment, et cela semblait de plus en plus probable, autant m'installer correctement. J'ai rangé mes quelques vêtements dans l'armoire, mes produits de toilette dans la salle de bain et mes livres sur la table de chevet. Une fois terminée, la chambre semblait plus accueillante, plus personnelle. C'était un début modeste, mais c'était le mien. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillée au doux son des oiseaux chantant dehors. Pendant un moment, j'ai oublié où j'étais, mais le sentiment de paix qui m'enveloppait me l'a rapidement rappelé. Il n'y avait pas de précipitation, pas de tension, pas de peur de faire face à un autre mensonge ou une manipulation. Un coup délicat à la porte interrompit mes pensées matinales. « Madame Ursule, c'est Ondine, » dit la voix familière de l'infirmière. « J'ai apporté votre petit déjeuner. »« Entrez, je vous en prie, » répondis-je, m'installant dans le lit. Ondine entra avec un plateau portant du café fumant, du pain frais, des fruits et de la confiture. L'arôme me fit réaliser à quel point j'avais faim. Hier avait été si mouvementé que j'avais à peine pu manger. « Comment s'est passée votre nuit ?» demanda Ondine, posant le plateau sur la petite table près de la fenêtre. « Étonnamment bien, admis-je, me levant pour aller vers la table. J'ai mieux dormi que depuis des mois. » Ondine sourit avec approbation. « Nolan m'a dit que vous aviez parlé hier. Il a été très impressionné par vous. »« Il semble être une personne très gentille, » commentai-je, me servant du café. « Il m'a dit qu'il y a un groupe qui dîne ensemble. J'ai hâte de rencontrer les autres. »« Ce sont des gens merveilleux, » assura Ondine. « Madame Karine est une ancienne professeure de littérature, très cultivée et amusante. Monsieur Thierry était ingénieur, il a toujours des histoires intéressantes à raconter. Madame Yves était femme au foyer, mais elle a une sagesse de vie impressionnante. Et Monsieur Jules était musicien. Il joue parfois du piano pour nous tous. » Pendant que Ondine parlait, je me sentais de plus en plus curieuse à propos de ces personnes qui, comme moi, avaient trouvé dans cet endroit une nouvelle phase de leur vie. « Ondine, » dis-je en prenant une gorgée de café, « puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Madame Ursule. »« Travaillez-vous ici depuis longtemps ?»« 8 ans, » répondit Ondine en s'asseyant sur la chaise en face de moi. « J'ai commencé juste après mon diplôme en soins infirmiers. Cet endroit est devenu très spécial pour moi. Et avez-vous vu beaucoup de situations comme la mienne? Des familles qui abandonnent leurs aînés ?» Ondine soupira profondément. « Malheureusement, oui, plus que je ne voudrais. Mais j'ai aussi vu beaucoup d'histoires de résilience, de personnes qui ont trouvé une nouvelle famille ici, de familles qui se sont réconciliées. Chaque cas est unique. »« Et que pensez-vous de ma situation ?» demandai-je, sincèrement curieuse de son point de vue professionnel. « Puis-je être franche ?» demanda Ondine, et j'acquiesçai. « Vous avez quelque chose que beaucoup n'ont pas quand ils arrivent ici, une force intérieure et de la détermination. La plupart des gens dans des situations similaires deviennent déprimés ou révoltés. Vous avez réussi à transformer une trahison
en une opportunité de recommencer. C'est admirable. Merci, murmurai-je, touché par ces paroles. Mais j'avoue que je suis encore en train de tout assimiler. Hier était intense. J'imagine, dit Ondine avec compréhension. Et aujourd'hui? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je réfléchis à la question en finissant mon café. Aujourd'hui, je me sens libre. C'est étrange de dire cela en étant dans une maison de retraite, mais c'est exactement ce que je ressens. Ondine sourit largement. Alors vous êtes sur la bonne voie. La liberté n'a rien à voir avec l'endroit où nous sommes, mais avec les choix que nous pouvons faire. Après le départ de Ondine, je consacrai la matinée à explorer les installations de la maison de retraite. Je parcourus les couloirs, visitai la bibliothèque, le jardin, la salle d'activité. Dans chaque endroit, je trouvais des résidents engagés dans différentes activités, certains lisant, d'autres jouant aux cartes, d'autres encore s'occupant des plantes dans le jardin. C'est à la bibliothèque que j'ai rencontré Madame Karine, l'ancienne professeure dont Ondine avait parlé. C'était une dame élégante, d'environ 75 ans, avec des cheveux blancs attachés en un chignon impeccable et des lunettes de lecture suspendues à son cou. « Vous devez être la nouvelle résidente, » dit-elle, levant les yeux du livre qu'elle lisait. « Je suis Karine Santos. Nolan m'a parlé de vous. »« Ursule Christophe, » répondis-je en tendant la main. « Enchantée de vous connaître. »« Tout le plaisir est pour moi, ma chère, » dit Karine, indiquant la chaise à côté de la sienne. « Je lisais Machado de Assis. Appréciez-vous la littérature brésilienne ?»« Beaucoup, » répondis-je en m'asseyant. « En fait, j'ai apporté quelques livres avec moi. »« Quelle merveille! Cela fait si longtemps que je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui discuter vraiment de littérature, » s'exclama Karine avec enthousiasme. « La plupart des gens ici préfèrent la télévision ou les jeux. Nous avons passé près de 2 heures à parler de livres, d'auteurs et de nos œuvres préférées. J'ai découvert que Karine avait été professeure de portugais pendant 40 ans et avait une passion contagieuse pour la littérature. Elle m'a raconté qu'elle organisait un petit club de lecture avec quelques résidents et m'a invité à y participer. C'est une façon de garder l'esprit actif, expliqua Karine, et de créer des liens significatifs avec les gens. Ici, nous pouvons avoir une vie intellectuelle riche si nous le choisissons. Pendant le déjeuner, j'ai rencontré le reste du groupe dont Nolan avait parlé. Thierry, l'ancien ingénieur, était un homme de 80 ans avec une mémoire impressionnante et des histoires fascinantes sur les projets qu'il avait développés au cours de sa carrière. Yves, bien qu'ayant été simplement femme au foyer, comme elle se décrivait elle-même, avait une sagesse pratique et un sens de l'humour qui nous faisait constamment rire. Jules, le musicien, était peut-être le plus réservé du groupe, mais quand il commença à parler de musique, ses yeux s'illuminèrent d'une façon qui me rappela ma propre passion pour les livres. « Ursule, » dit Nolan pendant le déjeuner, « nous avons tous dû faire un choix important à un moment donné, nous rendre aux circonstances ou créer une nouvelle vie à l'intérieur de celle-ci. Il est évident que vous avez choisi la seconde voie. »« J'apprends encore, » admis-je. Hier a été le premier jour où j'ai vraiment senti que j'avais à nouveau le contrôle de ma vie. « Et ce n'est que le début, » assura Yves, sa voix maternelle m'enveloppant, d'affection. « Ma chère, à 78 ans, vous avez encore beaucoup de vie devant vous, beaucoup d'expérience, beaucoup de joie. » L'après-midi, alors que je marchais dans le jardin, mon téléphone portable sonna. C'était Dr Xavier. « Madame Ursule, » dit-il dès que je décrochais, « j'ai de bonnes nouvelles. J'ai réussi à tracer toutes les transactions financières qui ont été effectuées sur la base de la procuration frauduleuse. »« Et ?» demandai-je, sentant mon cœur s'accélérer. « 300 000 € ont été retirés de votre compte d'épargne et 150 000 de votre compte courant. De plus, ils ont essayé de vendre votre appartement, mais la transaction n'avait pas encore été conclue. »« Mon Dieu, » murmurai-je, me sentant étourdi. Je n'imaginais pas qu'il y avait tant d'argent en jeu. « Il y a plus,
poursuivit Dr Xavier. Ils ont ouvert un compte joint et y ont transféré tout l'argent. Ils ont également contracté un prêt en utilisant votre maison comme garantie. Un prêt ? Demandai-je, incrédule. 200 000 réais. Ils prévoyaient probablement d'utiliser cet argent pour des investissements personnels ou pour régler leurs propres dettes. Je m'assis sur un banc du jardin, essayant d'assimiler l'ampleur de la trahison. Docteur Xavier, cela signifie qu'ils m'ont volé plus de 600 000 réais? Exactement. Mais j'ai de bonnes nouvelles. J'ai déjà réussi à bloquer le compte joint et j'ai lancé le processus de renversement de toutes les transactions. J'ai également annulé le prêt. Tout sera reversé sur vos comptes d'origine. Combien de temps cela prendra-t-il? Demandai-je encore étourdi. Entre 2 et 3 semaines pour que tout soit complètement régularisé. Mais l'important est qu'ils ne pourront plus bouger un seul centime. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le jardin pendant longtemps. L'ampleur de l'avidité de Quinta et Sylvain était encore plus grande que ce que j'avais imaginé. Ils n'essayaient pas seulement de se débarrasser de moi, ils volaient systématiquement tout ce que j'avais construit au cours d'une vie entière de travail. Madame Ursule, la voix de Ondine m'a tiré de mes pensées. Tout va bien? Je vous ai vu ici seule et vous sembliez préoccupée. Je viens de découvrir l'étendue réelle de la trahison de ma fille, expliquai-je, racontant à Ondine ma conversation avec Dr Xavier. Ondine s'est assise à côté de moi sur le banc. Je suis désolée, Madame Ursule. Ça doit être dévastateur de découvrir cela. Oui, admis-je. Mais c'est aussi libérateur. Maintenant, je sais exactement à qui j'ai affaire. Il n'y a plus de doute, plus d'espoir naïf de réconciliation. Et comment vous sentez-vous par rapport à cela? Étonnamment en paix, répondis-je après un moment de réflexion. Peut-être parce que j'ai enfin toutes les pièces du puzzle. Je peux prendre des décisions basées sur la réalité, pas sur des illusions. Ce soir-là, pendant le dîner avec mon nouveau groupe d'amis, j'ai partagé une partie de ce que j'avais découvert. Tous ont écouté dans un silence respectueux, et j'ai pu voir sur leurs visages un mélange de compassion et d'indignation. « Ursule, dit Thierry quand j'eus terminé, vous savez que vous pouvez compter sur nous pour quoi que ce soit, n'est-ce pas? » « Exactement, approuva Karine. Nous sommes une famille choisie ici, et les familles se soutiennent mutuellement. J'ai regardé autour de la table, voyant ces visages gentils et sincères, et j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps, le sentiment d'appartenir véritablement à quelque part. Merci, dis-je, la voix tremblante. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Jules, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, a finalement parlé. Ursule, demain soir nous avons notre soirée littéraire mensuelle. Je joue du piano, Karine récite des poésies, Thierry raconte ses aventures d'ingénieur. Aimeriez-vous y participer? Ce serait un honneur, répondis-je sincèrement. En retournant dans ma chambre ce soir-là, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait changé drastiquement en seulement 48 heures. J'avais perdu une fille, mais trouvé une famille. J'avais été trahi financièrement, mais retrouvé mon autonomie. J'avais été abandonné dans une maison de retraite, mais découvert un foyer. Peut-être que la vie, à 78 ans, avait encore beaucoup de surprises en réserve pour moi. 3 semaines plus tard, j'étais dans le jardin en train de lire un exemplaire de Dom Casmurro que Karine m'avait prêté quand mon téléphone a sonné. C'était Dr Xavier. « Madame Ursule, dit-il, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. J'ai d'excellentes nouvelles. Tout l'argent a été restitué sur vos comptes d'origine. Le processus a été conclu ce matin. Dr Xavier, je ne sais comment vous remercier, répondis-je, sentant un profond soulagement m'envahir. Il y a plus, poursuivit l'avocat. Quinta et Sylvain ont été formellement inculpés pour escroquerie et détournement de fonds.
Le ministère public a accepté toutes les preuves que nous avons présentées. Ils devront faire face à un procès pénal. Et la procuration falsifiée, demandai-je, complètement annulée. Vous avez à nouveau le contrôle total de vos biens. Et Madame Ursule, il y a quelque chose que je dois vous dire. Pendant l'enquête, nous avons découvert que ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. Comment ça? Questionnai-je, sentant ma respiration s'accélérer. Nous avons trouvé des preuves qu'il détournait de petites sommes de votre compte depuis au moins 2 ans. Des transferts mensuels de 500, 1000 réais. Ils espéraient improbablement que vous ne le remarqueriez pas. J'ai fermé les yeux, ressentant un mélange de colère et de soulagement. Alors mes soupçons étaient justifiés depuis le début. Malheureusement, oui. Mais maintenant, tout sera remboursé avec intérêt, et ils ne pourront plus s'approcher de vous sans conséquences légales. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le jardin pendant longtemps, assimilant tout cela. Quinta n'avait pas commencé à me voler récemment. Elle le faisait depuis des années, systématiquement profitant de ma confiance et de ma supposée naïveté. Madame Ursule, la voix de Nolan m'a tiré de mes pensées. Puis-je m'asseoir? Bien sûr, ai-je répondu, en indiquant le banc à côté de moi. On dirait que vous avez reçu de bonnes nouvelles, a remarqué Nolan, notant mon expression. Oui et non, ai-je répondu en lui racontant la conversation avec Dr Xavier. Nolan a écouté en silence, acquiesçant occasionnellement. Quand j'ai terminé, il a poussé un profond soupir. Ursule, puis-je partager quelque chose avec vous? A demandé Nolan, sa voix chargée d'émotion. Bien sûr. Quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, j'étais complètement détruit. Mon fils unique m'avait fait interner contre ma volonté, après avoir vendu ma maison et gardé tout l'argent. J'étais amer, révolté, sans espoir. Et qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé doucement. J'ai réalisé que j'avais 2 choix, a expliqué Nolan, regardant les fleurs du jardin. Je pouvais passer le reste de ma vie consumé par la colère et le ressentiment, ou je pouvais construire une nouvelle vie avec ce qu'il me restait. J'ai choisi la 2e option. Et votre fils? Vous vous êtes réconciliés? Nolan a secoué la tête. Non, il n'a plus jamais pris contact avec moi. Mais vous savez ce que j'ai découvert? Je n'avais pas besoin de son approbation ou de ses remords pour être heureux. J'ai trouvé la paix ici, avec des gens qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux donner. Merci de partager cela avec moi, ai-je dit, touchant doucement son bras. Ursule, vous avez quelque chose que j'ai mis des années à développer. La capacité de transformer la trahison en libération. Continuez sur cette voie. Cet après-midi-là, pendant notre réunion du club de lecture, j'ai partagé avec Karine, Thierry, Yves et Jules les nouvelles concernant ma situation juridique. Tous étaient soulagés et heureux de la résolution. Ursule, a dit Karine après que j'ai terminé, vous savez que vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez, n'est-ce pas? Même avec votre situation financière résolue. En fait, ai-je admis, j'y ai beaucoup pensé. Cet endroit est devenu mon foyer d'une manière que mon ancienne maison ne l'a jamais été. C'est parce qu'ici, vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment, a observé Yves avec sa sagesse caractéristique. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin de vous protéger, vous n'avez pas besoin de vous méfier de chaque geste d'affection. Exactement, ai-je approuvé. Ici, je peux vieillir dans la dignité, entouré de personnes qui me respectent et me valorisent. Jules, qui était resté silencieux pendant notre conversation, a finalement parlé. Ursule, demain soir, c'est notre soirée littéraire mensuelle. Aimeriez-vous réciter un poème ou raconter une histoire? En fait, ai-je répondu, ressentant un courage que je n'avais pas expérimenté depuis des années. J'aimerais raconter mon histoire. L'histoire réelle de comment je suis arrivé ici. Vous êtes sûr? A demandé Thierry avec inquiétude. Cela peut être émotionnellement difficile. J'en suis sûr, ai-je répondu fermement. Il est temps de transformer mon expérience en quelque chose qui puisse aider les autres. Le lendemain matin,
je me suis réveillée avec une sensation différente. Je n'étais plus la femme effrayée et confuse qui était arrivée à la maison de retraite il y a un mois. J'étais quelqu'un qui avait affronté la pire des trahisons et qui en était sortie plus forte. Ondine a apporté mon petit déjeuner comme toujours, mais cette fois j'avais une question pour elle. « Ondine » ai-je dit pendant qu'elle arrangeait le plateau. « Connaissez-vous d'autres personnes dans des situations similaires à la mienne? Des personnes âgées qui ont été abandonnées ou trahies par leur famille? » « Malheureusement, oui, » a répondu Ondine, s'asseyant en face de moi. « Pourquoi demandez-vous? » Je pensais que je pourrais peut-être faire quelque chose pour les aider, peut-être organiser un groupe de soutien, ou au moins partager mon expérience. Ondine a largement souri. « Madame Ursule, ce serait merveilleux. Il y a plusieurs personnes ici qui pourraient bénéficier d'entendre votre histoire de résilience. Alors organisons cela, » ai-je dit avec détermination. Je veux transformer ma douleur en quelque chose d'utile pour les autres. L'après-midi, en marchant dans les couloirs de la maison de retraite, j'ai rencontré une dame que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était assise seule dans le salon, regardant par la fenêtre avec une expression de profonde tristesse. « Bonjour » ai-je dit, m'approchant d'elle. « Je suis Ursule Christophe. Vous êtes nouvelle ici ?» La dame a levé les yeux et j'ai pu voir des larmes sur son visage. « Je suis Sophie Silva. Je suis arrivée hier. »« Puis-je m'asseoir avec vous ?» ai-je demandé gentiment. Sophie a acquiescé et je me suis assise dans le fauteuil à côté du sien. « Voulez-vous parler de ce qui vous a amené ici ?» ai-je proposé. Sophie s'est mise à pleurer plus intensément. Ma petite fille a dit qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de moi, que ce serait mieux que je sois dans un endroit avec des soins professionnels. Mais je l'ai entendu parler au téléphone de vendre ma maison pour rembourser ses dettes. J'ai senti mon cœur se serrer. Une autre histoire similaire à la mienne. « Sophie, » ai-je dit doucement, « puis-je vous dire quelque chose? Vous n'êtes pas seule. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont vécu des situations similaires. »« Vraiment ?» demanda Sophie, me regardant avec espoir. « Vraiment. Et vous savez ce que j'ai découvert? Parfois, les pires trahisons nous mènent au meilleur nouveau départ. » J'ai passé l'heure suivante à raconter à Sophie ma propre histoire, observant comment son expression passait du désespoir à la curiosité, puis à quelque chose qui ressemblait à l'espoir. « Ursule, » dit Sophie quand j'eus terminé, « vous pensez vraiment que je peux être heureuse ici? » « Sophie, » répondis-je en prenant sa main, « je pense que vous pouvez être plus heureuse ici que vous ne l'avez jamais été chez votre petite fille. Ici, vous serez valorisée, respectée, vraiment soignée. » Ce soir-là, pendant la soirée mensuelle, je me suis levée devant une trentaine de résidents et membres du personnel de la maison de retraite. Mon cœur battait fort, mais je ressentais aussi une détermination inébranlable. « Bonsoir à tous, commençai-je, d'une voix ferme et claire. Je m'appelle Ursule Christophe, et il y a un mois, j'étais une femme désespérée, trahie par ma propre fille, abandonnée dans cet endroit comme un objet jetable. Le silence dans la salle était total. Tout le monde m'écoutait avec une attention complète. Aujourd'hui, poursuivis-je, je suis une femme libre, entourée d'une famille choisie, vivant la meilleure période de ma vie à 78 ans. J'ai alors raconté toute mon histoire, la découverte de la trahison, la procuration falsifiée, l'abandon en maison de retraite, la bataille juridique et surtout la découverte que parfois on perd une famille pour en gagner une bien meilleure. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence ému, suivi d'applaudissements chaleureux. Plusieurs personnes se sont approchées de moi après, partageant leurs propres histoires, me remerciant d'avoir eu le courage de parler de quelque chose d'aussi difficile. Sophie, qui avait tout écouté depuis le premier rang, est venue vers moi les larmes aux yeux. « Ursule, dit-elle, merci de m'avoir montré qu'il est possible de recommencer. » Plus tard, alors que je retournais dans ma chambre, Ondine m'a interceptée dans le couloir. « Madame Ursule, dit-elle, ce que vous avez fait aujourd'hui était extraordinaire.
Plusieurs personnes sont venues me voir après la soirée, disant qu'elles se sentaient inspirées par votre histoire. Ondine, répondis-je, je crois que j'ai trouvé mon but ici. Je veux aider d'autres personnes qui ont subi des trahisons similaires. Je veux montrer qu'il est possible de transformer l'abandon en libération. Comptez sur tout notre soutien, assura Ondine. L'administration de la maison de retraite serait très heureuse de soutenir un tel projet. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai réfléchi au parcours extraordinaire que j'avais vécu au cours du dernier mois. Kinta pensait me donner une condamnation à mort sociale et émotionnelle, mais en réalité, elle m'avait fait le plus beau cadeau de ma vie, ma liberté. J'ai pensé à toutes les personnes que j'avais rencontrées ici, à toutes les amitiés que j'avais nouées, à tous les moments de joie authentique que j'avais vécus. J'ai pensé à Sophie et à combien d'autres personnes comme nous existaient, pensant que leur vie était finie alors qu'en réalité, elle commençait juste une nouvelle phase. J'ai pris mon carnet de notes et j'ai commencé à écrire les premières ébauches de ce qui allait devenir mon groupe de soutien pour les personnes âgées trahies par leur famille. Je voulais créer quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence dans la vie des gens qui, comme moi, ont découvert que parfois les pires trahisons nous mènent aux meilleures libérations. Par la fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville en contrebas et je me sentais reconnaissante d'être exactement là où j'étais. À 78 ans, j'avais découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour trouver une vraie famille et jamais trop tard pour transformer notre douleur en but. 2 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi de septembre où j'avais signé la procuration qui changerait ma vie pour toujours. Assise dans le même fauteuil de ma chambre, maintenant décorée de plantes que je cultivais moi-même et de photographies des amis que j'avais faits, j'observais par la fenêtre le jardin où Sophie marchait tranquillement parmi les rosiers que nous avions plantés ensemble au printemps précédent. Le téléphone sur la petite table sonna, interrompant ma lecture matinale. C'était le docteur Xavier, comme toujours ponctuel dans nos conversations mensuelles. « Ursule, dit-il avec la voix chaleureuse que j'avais appris à tant apprécier, j'ai des nouvelles du procès. Le jugement a été rendu hier. » Je sentis mon cœur s'accélérer légèrement, bien que je sache que j'étais préparé à n'importe quel résultat. Et quelle a été la décision? Kinta a été condamné à 3 ans de prison en semi-liberté, plus l'obligation de rembourser intégralement toutes les sommes détournées avec intérêt et correction monétaire. Sylvain a pris 4 ans, considérant qu'il a été identifié comme le cerveau du stratagème. Je suis restée silencieuse un moment, digérant l'information. Je ne ressentais ni joie, ni tristesse. C'était une étrange sensation de justice accomplie, rien de plus. « Vont-ils faire appel ?» ai-je finalement demandé. « Ils ont essayé, répondit l'avocat. Mais toutes les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements des conversations téléphoniques que nous avons obtenus, les documents bancaires, tout corroborait notre version des faits. Et ma situation financière? Complètement régularisée depuis plus d'1 an, comme vous le savez. D'ailleurs, Ursule, puis-je faire une remarque personnelle? Bien sûr, répondis-je curieuse. En 52 ans de carrière d'avocat, j'ai rarement vu quelqu'un transformer une trahison aussi profonde en quelque chose d'aussi positif que ce que vous avez fait. Combien de personnes votre groupe de soutien a-t-il déjà aidé? J'ai souri, pensant aux visages qui étaient passés par nos réunions hebdomadaires. 43 personnes âgées au cours des 18 derniers mois, et ça ne cesse de croître. Extraordinaire, murmura docteur Xavier avec une admiration sincère. Vous avez transformé votre douleur en mission. Après avoir raccroché, je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai observé le mouvement paisible du jardin. Sophie discutait maintenant joyeusement avec Thierry, qui l'aidait à tailler les plantes. Elle était arrivée à la maison de retraite dans le même état de désespoir que moi. Mais aujourd'hui, elle était l'une des personnes les plus joyeuses et actives de notre communauté. Un léger coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Madame Ursule, c'était la voix familière de Ondine, qui restait ma confidente
et ma plus proche amie. « Entre, ma chérie, » répondis-je, retournant vers mon fauteuil. Ondine est entrée avec un dossier de papier et un sourire radieux. « J'ai une merveilleuse surprise pour vous. »« Quel genre de surprise ?» demandai-je, intrigué. La direction de la maison de retraite a officiellement approuvé la création du centre Ursule Christophe d'aide aux personnes âgées en situation de vulnérabilité familiale, annonça Ondine, me tendant les documents. Votre projet va devenir un programme officiel de l'institution avec son propre budget et une équipe dédiée. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes, peinant à croire ce que je lisais. Ondine, c'est incroyable. Vous méritez toute cette reconnaissance, dit Ondine, s'asseyant dans le fauteuil en face du mien. Ce qui a commencé comme un groupe de soutien informel s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Nous avons des demandes d'autres institutions pour mettre en place le même programme. D'autres institutions ? Répétai-je surprise. 5 maisons de retraite de la région veulent vous engager comme consultante pour créer des groupes similaires. Apparemment, votre méthodologie de transformation du traumatisme en autonomisation attire l'attention des professionnels du secteur. Je me suis levée et me suis dirigée vers la petite étagère où je gardais un cahier spécial, mon journal des 2 dernières années. J'ai feuilleté les pages, relisant les notes sur chaque personne qui était passée par notre groupe, chaque histoire de résilience dont nous avions été témoins ensemble. « Ondine » dis-je en fermant le cahier et en me tournant vers elle. « Vous vous souvenez quand je suis arrivée ici ? J'étais détruite, trahie, sans espoir. »« Je m'en souviens parfaitement, » répondit Ondine avec affection. « Mais je me souviens aussi que même ce premier jour, il y avait quelque chose de différent chez vous. Une force que beaucoup n'ont pas. » « Ce n'était pas de la force, » ai-je doucement corrigé. « C'était de l'entêtement. Je refusais simplement d'accepter que ma vie était finie à 78 ans. Et regardez ce que cet entêtement est devenu, dit Ondine, faisant un geste vers les papiers éparpillés sur la table. Non seulement vous avez reconstruit votre propre vie, mais vous aidez des dizaines d'autres personnes à faire de même. Cet après-midi-là, lors de notre réunion hebdomadaire du groupe de soutien, j'ai partagé la nouvelle de l'officialisation du programme. Nous étions dans la salle d'activité, 15 personnes assises en cercle, certaines que j'avais aidées à surmonter leur propre trahison familiale, d'autres qui étaient encore au début du processus de guérison. Ursule, dit Karine, qui était devenue ma co-facilitatrice non officielle. Savez-vous ce que cela signifie ? Votre nom sera pour toujours associé à l'aide aux personnes dans des situations similaires à celles que vous avez vécues. Cela signifie plus que ça, ajouta Nolan, ses yeux brillants de fierté. Cela signifie que la trahison que Cointa et Sylvain avaient planifiée pour vous détruire vous a en réalité transformé en la personne qui pourrait aider des centaines d'autres. Sophie, qui animait maintenant un sous-groupe pour les nouveaux arrivants, leva timidement la main. « Puis-je dire quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie, » répondis-je en lui souriant. « Quand je suis arrivée ici il y a 1 an et demi, je voulais mourir, dit Sophie, sa voix ferme malgré l'émotion. Je pensais que ma petite fille avait raison, que j'étais un fardeau, que je ne servais plus à rien. Ursule m'a montré que parfois les personnes qui nous blessent sont en réalité en train de nous libérer pour que nous trouvions notre véritable but. » J'ai regardé autour du cercle, voyant des visages qui étaient arrivés ici désespérés et qui maintenant rayonnaient d'espoir et de détermination. Jules, qui avait découvert que son fils avait vendu sa maison sans autorisation. Yves, qui avait été abandonné par sa famille après un léger accident vasculaire cérébral. Thierry, dont la belle-fille avait essayé de le faire interner pour obtenir sa pension. Ils avaient tous trouvé non seulement un endroit où vivre, mais aussi un nouveau sens à leur vie. Savez-vous ce que j'ai découvert pendant ces 2 années ? Ai-je demandé au groupe. J'ai découvert que la vie ne s'arrête pas quand on est trahi. Parfois, elle ne fait que vraiment commencer.
Ce soir-là, après le dîner avec mes amis les plus proches, je suis retournée dans ma chambre et j'ai appelé docteur Xavier. « Docteur », ai-je dit quand il a décroché, « j'ai besoin de vous poser une question importante. »« Bien sûr, Ursule. Que puis-je faire pour vous ?» Si Quinta me contactait aujourd'hui, demandant pardon, voulant se réconcilier, qu'en penseriez-vous? Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis-je vous demander pourquoi vous pensez à cela? Parce que parfois je me demande si je suis trop dure, si je ne devrais pas donner une seconde chance. Ursule, dit docteur Xavier prudemment, puis-je vous donner mon avis en tant qu'avocat et en tant qu'ami? Je vous en prie. En tant qu'avocat, je dirais que vous avez tout à fait le droit de garder vos distances avec des personnes qui ont systématiquement tenté de vous escroquer. En tant qu'ami, je dirais que le pardon ne signifie pas nécessairement la réconciliation. Vous pouvez pardonner Quinta dans votre cœur sans avoir besoin de lui permettre de faire à nouveau partie de votre vie. Et si elle avait vraiment changé, ai-je insisté. Ursule, ces 2 dernières années, combien de fois Quinta a-t-elle essayé de vous contacter? Aucune, ai-je admis après un moment. Et Sylvain? Aucune non plus. Alors ils n'ont pas changé, conclut docteur Xavier doucement. Ils font simplement face aux conséquences de leurs actes. Un véritable changement impliquerait d'assumer ses responsabilités et d'essayer de réparer les dommages causés, pas simplement d'attendre que le temps efface tout. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le fauteuil et j'ai pris une vieille photographie que je gardais dans le tiroir. Quinta a 10 ans, souriant à l'appareil photo sur mes genoux. Pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de nostalgie pour la petite fille qu'elle était avant de devenir la femme cupide qui avait essayé de me détruire. Mais puis, j'ai regardé autour de ma chambre, décorée avec les cadeaux des amis que j'avais faits, les lettres de remerciement des personnes que notre groupe avait aidées, les certificats de reconnaissance pour le travail que je développais. C'était ma vraie vie maintenant, construite sur des bases solides d'amour authentique et de véritable sens. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre une dernière fois avant de me coucher. En bas, le jardin était silencieux sous la douce lumière des réverbères, mais je savais que le matin il serait à nouveau plein de vie, de personnes qui avaient trouvé ici non seulement un endroit pour vieillir, mais un endroit pour s'épanouir. À 80 ans, j'avais appris que parfois, les pires trahisons nous mènent aux meilleures destinations. Quinta et Sylvain avaient essayé de me jeter comme un objet sans valeur, mais en réalité, ils m'avaient libéré pour découvrir ma vraie valeur. Ils avaient essayé de me voler mon avenir, mais sans le vouloir, ils m'avaient donné le meilleur avenir que je pouvais imaginer. Pendant que je me préparais à dormir, j'ai souri en pensant à ce que demain apporterait. Plus de personnes à aider, plus d'histoires de résilience à témoigner, plus de moments de joie authentique avec ma famille choisie. La vie, ai-je découvert, commence vraiment à 80 ans, quand j'ai enfin eu assez de courage pour laisser derrière moi ceux qui me faisaient du mal et embrasser ceux qui me faisaient du bien.